L'histoire de l'aviation regorge de disparitions mystérieuses qui ont laissé le monde s'interroger sur ce qui s'est réellement passé. Certains appareils s'évanouissent dans la nature, ne laissant derrière eux aucune trace, aucun signal et aucune explication. Bien que la plupart des incidents aériens soient résolubles, ces cas sont restés inexpliqués, même des décennies après avoir eu lieu. Aujourd'hui, nous explorons 10 vols mystérieux qui se sont volatilisés dans le ciel et restent inexpliqués. Top 1. La disparition du vol 739. Le mystère du vol 739 reste l'une des disparitions les plus déroutantes de l'histoire militaire. Le 16 mars 1962, un Lockheed L-1049 Super Constellation, opéré par la Flying Tiger Line, a décollé de la base aérienne d'Anderson à Guam. Sa mission était de transporter 93 soldats de l'armée américaine et 11 membres d'équipage vers la base aérienne de Clark aux Philippines, avant de continuer vers Saigon. Les conditions météorologiques étaient calmes. L'avion n'avait aucun problème mécanique connu. L'équipage, composé de pilotes et d'ingénieurs de vol expérimentés, avait effectué des vols d'affrètement militaire similaires à de nombreuses reprises. Moins de 2 heures après le décollage, quelque part au-dessus de l'immense océan Pacifique, l'appareil a disparu des radars. Aucun appel de détresse n'a jamais été reçu. L'avion et toutes les personnes à bord se sont volatilisés sans laisser de traces. Le dernier contact radio du vol 739 était de routine. L'appareil avait atteint son altitude de croisière et suivait une trajectoire directe vers sa destination. Puis, le silence complet. Lorsque la communication n'a pas pu être rétablie, les forces militaires américaines ont lancé l'une des plus vastes opérations de recherche aérienne de la décennie. Plus de 200 000 milles carrés d'océan ont été ratissés par des unités aériennes et maritimes des États-Unis et des Philippines. Malgré ces efforts considérables, aucun débris n'a jamais été retrouvé. Pas un seul radeau de sauvetage, aucun débris flottant, pas même une nappe de pétrole. C'était comme si l'avion n'avait jamais existé. Mais un seul témoignage oculaire a changé le ton des recherches. Le SSTL Lenson, un pétrolier américain naviguant dans la zone, a rapporté avoir observé un événement aérien inhabituel au moment de la disparition. Les membres de l'équipage ont décrit avoir vu un flash soudain de lumière vive haut dans le ciel, suivi de 2 traînées lumineuses distinctes descendant vers l'océan. Le capitaine du navire a consigné l'événement dans le journal de bord officiel et l'a immédiatement communiqué par radio aux autorités navales. La description correspondait à ce que l'on pourrait voir lors d'une explosion à haute altitude. Pourtant, ce témoignage a été rapidement écarté des rapports officiels. L'armée américaine n'a jamais reconnu publiquement l'observation et a refusé de la lier au vol 739. L'avion était équipé de plusieurs émetteurs radio et de balises de localisation d'urgence qui auraient tous dû s'activer automatiquement en cas d'accident. Aucun ne l'a fait. De plus, l'avion venait d'être ravitaillé, ne transportait aucune cargaison dangereuse et l'équipage avait passé tous les contrôles pré-vol. Un scénario de sabotage a été envisagé mais rapidement abandonné par manque de preuves. Un foudroiement a été exclu en raison du temps clair. Une collision en plein vol était impossible car aucun autre appareil ne se trouvait à proximité. L'absence de tout signal de détresse reste l'un des aspects les plus déconcertants de l'affaire. Pour ajouter à la confusion, de nombreuses familles des soldats disparus ont rapporté avoir reçu des déclarations vagues ou contradictoires de la part des représentants militaires. On a dit à certains que l'avion avait probablement rencontré du mauvais temps. D'autres ont été informés que la défaillance mécanique était la théorie principale. Pourtant, publiquement, le département de la Défense n'a proposé aucune cause définitive et a publié une déclaration finale, listant simplement les passagers comme disparus. Le vol 739 a été officiellement retiré du manifeste des opérations actives sans cérémonie ni explication. En 2019, plus d'un demi-siècle après la disparition, les noms de ceux qui se trouvaient à bord du vol 739
ont enfin été gravés sur le Middle East Conflicts Wall Memorial dans l'Illinois. Cette reconnaissance, cependant, est arrivée sans résolution. Des documents déclassifiés suggèrent qu'au moins une partie de la mission de vol pourrait avoir impliqué une opération de renseignement secrète. Plusieurs passagers avaient des compétences spécialisées en communication et en électronique, et le moment du vol correspondait à des développements stratégiques clés en Asie du Sud-Est. Si l'avion avait été pris pour cible ou saboté en raison de contenu ou de personnel classifié, un tel événement aurait probablement été étouffé pour des raisons de sécurité nationale. Ce qui trouble les enquêteurs encore aujourd'hui, c'est l'absence totale de preuves physiques. Les radars modernes, les systèmes de détection navale et la surveillance aérienne dans la zone n'ont enregistré aucune anomalie hormis la disparition initiale. Il est extrêmement rare qu'un avion de cette taille et de ce type disparaisse sans laisser de traces. Dans les décennies qui ont suivi, aucune partie de l'avion ne s'est échouée sur le rivage, et aucun chalutier n'a signalé avoir remonté de débris. L'océan est resté silencieux. Si un avion militaire américain rempli de soldats peut s'évanouir lors d'un vol de routine par temps clair, sans appel de détresse, sans débris et sans explication crédible, alors la question devient encore plus inquiétante. Qu'est-ce qui pourrait d'autre disparaître sans être détecté? Et combien d'autres histoires comme celle-ci ont été discrètement enterrées sous les vagues du silence officiel? Top 2. La disparition de Valentik. Les derniers instants de Frédéric Valentik sont capturés dans un échange radio glaçant qui défie toute explication conventionnelle. Le soir du 21 octobre 1978, Frédéric Valentik, un pilote de 20 ans, a décollé de l'aéroport de Moorabbin à Melbourne, en Australie, à bord d'un Cessna 182 de location en direction de l'île King. C'était un voyage de routine. Le ciel était dégagé, les vents légers, et Valentik était un pilote expérimenté pour son âge. Avec plus de 150 heures de vol au compteur, il n'est jamais arrivé à destination. Au lieu de cela, il s'est volatilisé sans laisser de traces. Ce qui distingue cette disparition, c'est l'échange radio glaçant qui a eu lieu dans les dernières minutes avant la perte de son avion. Un échange qui est devenu depuis l'un des cas d'aviation non résolus les plus troublants de l'histoire. À 19h06, Valentik a contacté le contrôle aérien de Melbourne pour signaler un appareil non identifié volant environ 1000 pieds au-dessus de lui. Il l'a décrit comme étant long, métallique et équipé de 4 lumières vives. Au cours des 6 minutes suivantes, il est devenu de plus en plus agité alors qu'il signalait le comportement inhabituel de l'engin. Il faisait du surplace, orbitait autour de son avion, puis passait directement au-dessus de lui. Valentik a insisté sur le fait que ce n'était pas un avion. « Ce n'est pas un avion », a-t-il déclaré clairement. Sa dernière transmission a eu lieu à 19h12, lorsqu'il a dit « Cet étrange appareil plane à nouveau au-dessus de moi. Il plane et ce n'est pas un avion. » Puis vint un étrange bruit de raclement métallique. Puis le silence. La transmission s'est coupée et on n'a plus jamais entendu parler de Valentik. Le ministère australien des Transports a lancé une enquête immédiate. Des avions et des navires de recherche ont couvert une zone de 1000 milles carrés au-dessus du détroit de Bass pendant 4 jours. Aucun débris, aucune nappe de pétrole et aucune preuve physique d'aucune sorte n'ont été trouvées. Les conditions météorologiques sont restées favorables tout au long des recherches, éliminant la possibilité d'un accident lié à une tempête. La balise de localisation d'urgence de Valentik ne s'était pas activée. C'était comme si son Cessna s'était simplement évaporé dans le ciel. Le dernier échange radio a été officiellement transcrit et rendu public. Les sceptiques ont suggéré que Valentik aurait pu être désorienté, confondant peut-être des lumières sur l'eau ou un objet céleste avec un autre appareil. Mais les experts en aviation ont noté qu'il avait accumulé plusieurs heures de vol de nuit et s'était entraîné spécifiquement pour la navigation à faible visibilité. Un examen plus approfondi des relevés radars
n'a révélé aucune trace d'un autre appareil à proximité de Valentik au moment de l'incident. La zone était sous trafic restreint et aucun avion commercial ou privé n'avait déposé de plan de vol correspondant à sa description. Pour ajouter au mystère, des rapports de multiples témoins le long de la côte sud de Victoria ont fait surface. Ce même soir, plusieurs personnes ont décrit avoir vu une lumière verte se déplaçant rapidement dans le ciel en direction de la trajectoire de vol de Valentik. Certains ont affirmé avoir vu un objet rond planer silencieusement. Ces témoignages ont été recueillis par les enquêteurs, mais n'ont jamais été formellement inclus dans la conclusion du ministère. Dans leur rapport final, les autorités aéronautiques australiennes ont suggéré la possibilité que Valentik se soit désorienté et se soit écrasé en mer. Pourtant, cette explication ne répond pas aux multiples incohérences. Le pilote ne montrait aucun signe de confusion dans sa communication radio. Il n'a jamais déclaré de situation d'urgence. Ses descriptions étaient claires, répétées et de plus en plus angoissées. Plus particulièrement, le bruit mécanique enregistré à la fin de sa dernière transmission reste inexpliqué. Les analystes audio n'ont pas pu déterminer sa source ni le reproduire avec un équipement d'avion connu. Au fil des ans, diverses théories ont émergé. Certains suggèrent un canular délibéré, malgré l'absence de mobile et le casier personnel vierge de Valentik. D'autres pointent du doigt une activité militaire, un avion expérimental ou des interférences électromagnétiques. Quelques-uns ont même proposé que l'événement marquait une rencontre avec quelque chose dépassant toute explication conventionnelle. Mais, sans preuve physique, tout cela reste de la spéculation. En 2014, des décennies après l'incident, un petit morceau de débris d'avion s'est échoué sur l'île Flinders. Bien qu'il corresponde au type d'appareil que pilotait Valentik, il n'a pas pu être lié de manière concluante à son Cessna. Le mystère perdure, alimenté par la clarté brute de ses derniers mots et l'absence de toute conclusion. Si un pilote entraîné peut décrire calmement un objet inconnu suivant son appareil, transmettre des données de position claires, puis disparaître sans laisser la moindre trace, l'événement remet en question bien plus que notre compréhension de l'aviation. Il remet en cause l'idée même que les cieux sont entièrement cartographiés, surveillés et compris. Top 3. L'escadrille fantôme du vol 19. La légende du triangle des Bermudes a commencé avec la perte inexplicable de toute une escadrille de bombardiers de la Navy. Le 5 décembre 1945, quelques mois seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, 5 bombardiers torpilleurs TBM Avenger de l'US Navy ont décollé de la base aéronavale de Fort Lauderdale en Floride. Désigné sous le nom de Vol 19, le groupe effectuait une mission d'entraînement de routine de 3 heures au-dessus de l'océan Atlantique. Le temps était relativement clair, la mer assez calme, et tous les pilotes étaient expérimentés, y compris le chef de bord, le lieutenant Charles Taylor. Mais, en moins de 2 heures, les 5 appareils se sont volatilisés sans laisser de traces. Un 6e avion envoyé pour la recherche et le sauvetage a également disparu. Au total, 27 hommes ont été perdus. Aucun débris, aucun survivant, aucun signal de détresse. Cela allait devenir le cas fondateur de ce que le monde appellerait bientôt le mystère du triangle des Bermudes. L'exercice d'entraînement était connu sous le nom de problème de navigation numéro 1, un itinéraire standard qui consistait à voler vers l'est depuis la Floride jusqu'aux Bahamas, à tourner vers le nord au-dessus de la mer, puis à revenir vers l'ouest jusqu'à la base. La communication radio a commencé à se dégrader environ 90 minutes après le début de la mission. Au début, les transmissions étaient normales, mais vint ensuite la voix du lieutenant Taylor. De plus en plus confus, il signala « Mes 2 boussoles sont hors service et j'essaie de trouver Fort Lauderdale ». D'autres pilotes ont confirmé la même chose. Toute l'escadrille semblait désorientée, incapable de reconnaître les points de repère ou d'obtenir une lecture fiable de la boussole. Taylor insistait sur le fait qu'ils avaient volé trop loin vers l'est
et qu'ils se trouvaient maintenant au-dessus des Florida Keys, mais les tours de contrôle les suivaient bien plus loin, probablement au nord-est des Bahamas. Plus ils volaient, plus leur orientation devenait déformée. Les transcriptions révèlent un effondrement de la communication, de la logique et du moral. Certains pilotes ont remis en question les directions données. D'autres ont tenté de prendre la tête, mais ont été déboutés. L'un d'eux a suggéré de faire demi-tour vers l'ouest pour rejoindre le continent. Mais Taylor a hésité. Le carburant commençait à manquer. Le soleil se couchait. L'un des derniers messages radio interceptés provenait d'un pilote disant « Nous ne pouvons pas dire où nous sommes, tout semble anormal. Même l'océan n'a pas l'air d'être ce qu'il devrait être. » Puis, le silence. Une opération de sauvetage massive a été lancée en quelques heures. La Navy a dépêché des avions, des navires et des sous-marins pour fouiller des milliers de milles carrés. Mais ce qui a rendu la catastrophe encore plus étrange, c'est ce qui s'est passé ensuite. Un hydravion Martin PBM Mariner, transportant 13 membres d'équipage, a été envoyé à la recherche du vol 19. Dans les 20 minutes suivant son décollage, il a également disparu. Un pétrolier dans les environs a rapporté avoir vu une explosion en plein vol et une boule de feu descendre dans la mer. Pourtant, aucun reste n'a jamais été retrouvé. Les recherches se sont poursuivies pendant 5 jours, couvrant plus de 250 000 milles carrés. Pas la moindre trace de l'un des 6 appareils n'a été récupérée. L'enquête officielle de la Navy a laissé plus de questions que de réponses. Leur rapport final a qualifié la disparition de « cause inconnue ». Des mémos internes ont révélé des désaccords entre les officiers, certains poussant pour une explication de défaillance mécanique, tandis que d'autres pointèrent du doigt la confusion de navigation. La mère du lieutenant Taylor a insisté sur le fait qu'il était un pilote chevronné qui avait parcouru cet itinéraire de nombreuses fois. L'idée qu'il se soit simplement égaré était pour elle impossible. Plus tard, les théories sont allées des éruptions de gaz méthane dans le fond marin aux tempêtes soudaines et aux anomalies magnétiques. Certains ont pointé un défaut dans les boussoles. D'autres ont soutenu que les avions auraient pu voler hors de portée radio et être tombés en panne de carburant au-dessus de la mer. Pourtant, aucune de ces explications ne justifie l'absence totale de débris, surtout avec 6 appareils distincts disparaissant dans la même région en quelques heures. L'affaire du vol 19 est devenue une histoire emblématique de la légende du triangle des Bermudes. Mais sous les interprétations de la culture populaire se cache un mystère authentique et profondément troublant. Comment plusieurs pilotes militaires entraînés, volant tous ensemble en formation, ont-ils pu subir simultanément une désorientation complète et une défaillance de l'équipement? Et pourquoi l'avion de sauvetage s'est-il volatilisé de manière tout aussi inexplicable? Si une disparition est une tragédie, 2 sont une coïncidence. Mais 6 avions et 27 hommes disparaissant sous un ciel dégagé et dans des conditions contrôlées exigent une enquête plus approfondie. Il existe sur cette planète des zones où la logique vacille, où les instruments trompent et où même la discipline ne peut empêcher l'effondrement. Le vol 19 est entré dans une telle zone et n'en est jamais revenu. Top 4, la disparition du vol MH370. Le monde moderne a été sous le choc lorsqu'un immense avion de ligne commerciale s'est volatilisé malgré des systèmes de suivi mondiaux avancés. Le 8 mars 2014, le vol MH370 de Malaysia Airlines a décollé de l'aéroport international de Kuala Lumpur à destination de Pékin. À son bord se trouvaient 239 personnes, passagers et membres d'équipage compris. C'était un vol de routine à bord d'un Boeing 777-200 EUR, l'un des appareils les plus sûrs et les plus fiables de l'aviation moderne. 40 minutes après le début du voyage, alors que l'avion s'approchait de l'espace aérien vietnamien, il a disparu silencieusement des radars civils. Les derniers mots provenant du cockpit étaient calmes et banals. « Bonne nuit. Malaysian 370. » Quelques instants plus tard,
L'avion a simplement cessé d'exister aux yeux du contrôle aérien. C'était le début de l'un des mystères de l'aviation les plus vastes et les plus déroutants de l'histoire documentée. Ce qui a suivi a défié la logique. Les radars militaires ont plus tard détecté l'appareil effectuant un virage serré vers l'ouest au-dessus de la péninsule malaisienne, puis continuant vers le sud dans l'océan Indien. Aucun signal de détresse n'a été envoyé. Le transpondeur de l'avion avait été éteint manuellement. Des pings satellites, connus sous le nom de handshakes, échange de signaux, ont confirmé que l'appareil avait continué à voler pendant plus de 6 heures après sa disparition des radars. Pourtant, sa trajectoire n'avait aucun sens. Il a dévié entièrement de son itinéraire prévu et est entré dans une partie du monde avec peu ou pas de couverture radar. Ces faits n'ont été révélés que plusieurs jours après la disparition, provoquant une indignation et une confusion internationale. La recherche du MH370 est devenue la plus importante de l'histoire de l'aviation. Des dizaines de pays y ont participé. Des navires de scan sonar de pointe ont ratissé le fond de l'océan. Des sociétés de satellites ont été sollicitées pour réanalyser les données brutes. Mais la zone de recherche était immense, couvrant des dizaines de milliers de kilomètres carrés dans l'une des parties les plus reculées de l'océan sur la planète. Les années ont passé. Aucune trace du fuselage principal n'a été retrouvée. Seuls quelques débris éparpillés, confirmés comme provenant du MH370, se sont échoués sur des rivages lointains comme l'île de la Réunion, le Mozambique et Madagascar. Aucune des pièces récupérées n'a offert d'indices sur la cause de la disparition. Les enquêteurs ont envisagé plusieurs possibilités. Y a-t-il eu une défaillance mécanique catastrophique, un détournement ou un événement initié par le pilote? Pourtant, aucune théorie ne justifiait chaque anomalie. Si l'avion avait subi une défaillance majeure, pourquoi n'y a-t-il pas eu d'appel de détresse? S'il a été détourné, pourquoi n'y a-t-il eu aucune revendication? Et s'il s'agissait d'un acte délibéré, quel en était le motif? Et pourquoi finir dans l'une des parties les plus désolées de l'océan? L'attention s'est finalement portée sur le commandant de bord, Zahari Ahmed Shah. Les analystes ont découvert un itinéraire de simulation de vol sur son ordinateur personnel qui ressemblait étrangement à la trajectoire finale suspectée du MH370. Certains pensaient qu'il avait effectué un essai d'un meurtre-suicide de masse. D'autres contestaient cette hypothèse, soulignant que Zahari n'avait aucun antécédent d'instabilité, aucune note et aucun mobile connu. Les données du simulateur, affirmait-il, auraient pu être purement hypothétiques. Pendant ce temps, aucune preuve n'a émergé pour l'impliquer directement, lui ou tout autre membre de l'équipage. Un rapport final publié en 2018 n'a fourni aucune explication concluante. Il reconnaissait que l'avion avait été délibérément dérouté, mais ne pouvait déterminer qui était responsable ni pourquoi. Les familles des passagers se sont retrouvées avec rien d'autre que des questions sans réponse. Plusieurs gouvernements ont discrètement clos leurs enquêtes. Les boîtes noires n'ont jamais été retrouvées. Malgré des milliards de dollars dépensés dans des technologies de recherche de pointe, le lieu de repos final du MH370 reste inconnu. Ce qui rend ce cas particulièrement troublant, c'est de voir comment un avion de ligne commerciale au XXIe siècle a pu disparaître aussi complètement. À une époque où chaque smartphone est tracé, où les systèmes de positionnement global fonctionnent avec une précision chirurgicale, un appareil de 250 tonnes a échappé à tous les systèmes de détection pendant des heures. Pas dans une zone de guerre, pas en secret, mais lors d'un vol commercial le long d'un couloir de voyage majeur. Si le MH370 peut s'évanouir dans un monde de satellites, de radars et de surveillance aérienne internationale, qu'est-ce qui peut encore disparaître? L'incident a exposé non seulement les limites des systèmes de suivi actuels, mais aussi la fragilité de la coopération mondiale en temps de crise. Il a soulevé des questions inconfortables
sur la transparence des données, la responsabilité des gouvernements et l'illusion de contrôle dans l'aviation moderne. Le mystère du MH370 perdure. Et chaque question sans réponse pointe vers un problème plus profond. Même à l'ère de la technologie, il reste des endroits au monde où le silence règne et où le ciel lui-même garde ses vérités. Top 5. La perturbation du lac Michigan. Un vol intérieur au-dessus des Grands Lacs s'est terminé par une disparition totale qui reste inexpliquée à ce jour. Dans la nuit du 23 juin 1950, le vol 2501 de Northwest Orient Airlines a décollé de l'aéroport LaGuardia de New York à destination de Seattle, Washington, avec une escale prévue à Minneapolis. L'avion, un Douglas DC-4, transportait 55 passagers et 3 membres d'équipage. Alors que le vol traversait le lac Michigan, s'approchant du rivage près de Benton Harbor, le pilote a demandé l'autorisation de descendre de 3500 pieds à 2500 pieds en raison d'un temps turbulent à venir. Quelques minutes plus tard, tout contact était perdu. Aucun signal, Mayday, n'a été émis. Aucune balise d'urgence n'a été déclenchée. Le vol 2501 s'était volatilisé. L'avion a disparu juste avant minuit. En quelques heures, une opération de recherche massive était lancée. La garde côtière américaine, la Navy, la Civil Aeronautics Administration et les autorités locales ont déployé des avions et des navires pour scanner la surface du lac. Les données radars de l'époque étaient minimales, car la technologie de suivi commercial n'en était qu'à ses débuts. Malgré ces limitations, les chercheurs étaient optimistes. Le lac était grand mais bordé de villes et de ports. Si un accident s'était produit, des débris seraient sûrement visibles. Le premier indice est apparu 2 jours plus tard, lorsqu'un côtre de la garde côtière a découvert de petits fragments de l'avion et des restes humains flottant à environ 15 milles au large. Mais c'était tout. Aucun fuselage, aucune aile, aucun moteur. Les plongeurs et les équipes sonars se sont concentrés sur le site suspect du crash, draguant le lit du lac et larguant des détecteurs magnétiques dans les profondeurs. Pourtant, l'épave principale n'a jamais été retrouvée. Aujourd'hui encore, plus de 7 décennies plus tard, l'essentiel du vol 2501 manque à l'appel sous les eaux froides et sombres du lac Michigan. Ce qui a rendu la disparition plus étrange, c'est la défaillance simultanée de la communication et du signal. Plusieurs pilotes dans la zone ont signalé des parasites soudains et intenses sur leur radio peu après la perte du vol 2501. Les stations au sol ont enregistré des interférences électriques, perturbant à la fois la communication et la surveillance radar. Certains enquêteurs ont plus tard spéculé sur une forme rare de perturbation atmosphérique, tandis que d'autres se sont demandé si des interférences électromagnétiques avaient joué un rôle direct dans l'immobilisation de l'appareil. Les conditions cette nuit-là étaient difficiles, mais pas exceptionnelles. Une ligne d'orage s'était développée au-dessus du lac et des turbulences étaient attendues. Pourtant, le vol 2501 était un robuste quadrimoteur et son équipage était hautement qualifié. La dernière transmission du pilote ne mentionnait aucune détresse. Il a simplement demandé une altitude inférieure. Il n'y avait aucun sentiment d'urgence, aucune panique et aucun signe de défaillance mécanique. La perte soudaine de tous les signaux dans un laps de temps aussi court reste l'un des aspects les plus déconcertants de l'affaire. Au fil des ans, le mystère s'est épaissi. Les efforts de recherche se sont poursuivis pendant des décennies, menés plus tard par des chercheurs indépendants et des équipes de plongée. En 2004, un groupe dirigé par la Michigan Shipwreck Research Association a localisé ce qu'ils pensaient être des cibles sonars prometteuses. Cependant, les plongées ont confirmé que les cibles étaient des épaves sans rapport. À maintes reprises, les pistes prometteuses se sont évanouies dans le silence. Pour ajouter au mystère, des rapports d'activité radar inhabituels ont été enregistrés dans la région au cours des années 1950 et 60. Les pilotes militaires et les stations météorologiques le long du lac
ont occasionnellement enregistré des échos inexplicables, des objets apparaissant et disparaissant sans trajectoire de vol logique. Bien que sans lien direct avec le vol 2501, ces anomalies font désormais partie de l'énigme plus large entourant le lac Michigan. Souvent désigné sous le nom de Triangle du Michigan, l'affaire est à ce jour officiellement répertoriée comme un accident d'aviation non résolu. L'absence de débris définitifs a empêché les enquêteurs d'exclure le sabotage, l'erreur de pilotage ou une défaillance mécanique catastrophique. En 2008, un mémorial a enfin été érigé à South Haven, dans le Michigan, listant les noms des 58 âmes perdues cette nuit-là. Mais les questions restent sans réponse. Comment un gros avion commercial multimoteur peut-il disparaître dans un couloir aérien intérieur sans données radar concrètes, sans signal d'urgence et sans épave à analyser? L'incident révèle un angle mort terrifiant dans les voyages aériens, où même des vols de courte distance au-dessus d'un territoire familier peuvent se terminer par une disparition totale. La surface du lac Michigan semble calme et peu profonde par endroits. Mais en dessous se cache une profondeur qui a englouti navires, avions et preuves. Le vol 2501 fait désormais partie de ce silence caché, et sa fin sans réponse continue de résonner sur les vagues. Top 6. Le vol Helios, qui volait tout seul. Un avion fantôme au-dessus de la Grèce a révélé les conséquences terrifiantes d'un seul interrupteur oublié dans le cockpit. Le 14 août 2005, le vol 522 de Helios Airways a décollé de Larnaca, à Chypre, à destination de Prague, avec une escale prévue à Athènes. Le Boeing 737 transportait 115 passagers et 6 membres d'équipage. Moins d'une demi-heure après le début du vol, alors qu'il survolait la mer Égée, le contrôle aérien grec a tenté de contacter l'appareil après son entrée dans leur espace aérien sans avoir établi de communication. Il n'y a eu aucune réponse. Les tentatives pour héler les pilotes ont échoué. Des avions de chasse militaires ont été dépêchés en urgence. Ce qu'ils ont découvert dans le ciel a envoyé une onde de choc dans les milieux de l'aviation du monde entier. L'avion volait normalement, mais ne répondait pas, et semblait être entièrement dépourvu d'équipage conscient. Lorsque les intercepteurs de la force aérienne hellénique ont atteint l'appareil près d'Athènes, ils ont observé une scène glaçante par la fenêtre du cockpit. Le siège du commandant de bord était vide. Le copilote était affalé, immobile, sur les commandes. Les masques à oxygène avaient été déployés dans toute la cabine. Personne ne semblait bouger. L'avion a continué à voler en pilote automatique, grimpant lentement avant de commencer un large virage. Il était toujours en l'air près de 3 heures après que tout contact avait cessé. Juste quelques instants avant l'épuisement du carburant, un agent de bord, identifié plus tard comme étant Andreas Prodromou, a été vu entrant dans le cockpit portant un masque à oxygène portable. Il a tenté de reprendre le contrôle de l'avion, mais il était trop tard. Le 737 est tombé en panne de carburant et s'est écrasé dans une zone montagneuse près de Grammatico, en Grèce. Les 121 personnes à bord ont péri. C'était l'accident d'aviation le plus meurtrier de l'histoire de la Grèce et l'un des plus hantants de l'ère moderne. L'enquête officielle a révélé une chaîne glaçante de défaillances humaines et techniques. Avant le décollage, les équipes de maintenance avaient laissé le système de pressurisation de la cabine en mode manuel, au lieu de le remettre en mode automatique. Cela signifiait que l'avion n'ajustait pas automatiquement la pression de la cabine au fur et à mesure de son ascension. À mesure que l'air se raréfiait, l'équipage et les passagers ont progressivement succombé à l'hypoxie, le manque d'oxygène, sans réaliser ce qui se passait. Les enquêteurs ont conclu que les pilotes étaient probablement devenus désorientés et avaient perdu connaissance en quelques minutes. Pourtant, de nombreuses questions subsistaient. Pourquoi l'équipage n'a-t-il pas reconnu les alarmes d'avertissement? L'avertisseur d'altitude cabine avait retenti tôt dans le vol, un signal qui aurait dû déclencher une descente immédiate. Pourquoi aucun des 2 pilotes n'a-t-il réagi correctement? En particulier le commandant de bord,
qui avait des milliers d'heures de vol à son actif? Certains analystes ont suggéré que l'alarme aurait pu être interprétée à tort comme un avertissement de configuration de décollage, qui partage le même son sur les Boeing 737. D'autres ont remis en question l'efficacité des protocoles de formation qui ont permis un tel oubli fatal. Une autre zone d'ombre a émergé de l'enregistreur de données de vol. Il a capturé une série d'actions sur les commandes bien après que l'équipage avait perdu connaissance, suggérant que quelqu'un, probablement l'agent de bord, avait tenté de prendre le contrôle manuel. Ces derniers efforts, héroïques mais finalement infructueux, ont soulevé des questions douloureuses. Davantage de vies auraient-elles pu être sauvées si les signes d'alerte avaient été reconnus plus tôt? L'accident a également suscité un débat sur la dépendance à l'automatisation. L'avion avait volé pendant près de 3 heures sans aucune intervention de pilote, guidé uniquement par une navigation préprogrammée. Le contrôle aérien n'avait pas pu intervenir de manière significative. L'armée avait observé, mais ne pouvait agir à temps. L'avion est devenu un fantôme glissant dans le ciel, dans un compte à rebours silencieux vers la catastrophe. Aucune défaillance du système ne s'est produite. Aucun acte de sabotage n'a été trouvé. Pourtant, 121 personnes sont mortes. La chaîne d'erreurs, de silence et de signaux manqués constitue une leçon glaçante. Même dans les vols les plus routiniers, un interrupteur oublié, un signal mal compris peut mener à la tragédie. L'épave a apporté des réponses, mais pas la paix. Les familles ont dû faire face à un crash qui ne s'est pas produit en un instant, mais au cours d'heures de suffocation silencieuse. Les passagers s'étaient lentement éteints tandis que l'avion planait intact à travers un ciel bleu azur. Le vol 522 reste l'une des catastrophes aériennes les plus surréalistes de l'aviation moderne. Un vol qui a volé de lui-même vers l'oubli, pendant que le monde regardait, impuissant. Top 7, le Boeing 727 volé. Dans un monde post-11 septembre, le vol d'un gros avion de ligne commerciale à partir d'un aéroport africain a déclenché une vaste chasse à l'homme international pour des raisons de sécurité. Le 25 mai 2003, un Boeing 727-223 immatriculé NU 844AA était tranquillement stationné sur le tarmac de l'aéroport international Castro de Fevereiro à Luanda, en Angola. L'avion avait autrefois appartenu à American Airlines, mais avait été retiré du service et reconfiguré pour le transport de fret. À l'époque, il était loué à une société impliquée dans la logistique de l'industrie pétrolière. L'avion n'avait pas volé depuis plus d'1 an. Puis, juste avant le coucher du soleil, l'impossible s'est produit. Sans autorisation de vol, sans communication et avec son transpondeur éteint, le Boeing 727 a roulé sur la piste, a accéléré et a décollé. 2 hommes étaient soupçonnés d'être à bord. Aucun d'eux n'était autorisé à piloter un 727. L'avion n'a plus jamais été revu. Le personnel de l'aéroport et les témoins étaient stupéfaits. La piste était active, et pourtant personne ne pouvait identifier qui avait autorisé le décollage. Des témoins ont décrit l'avion se déplaçant de manière erratique au sol, comme si le pilote n'était pas familier avec ses commandes. La tour a tenté de contacter le cockpit, mais n'a reçu aucune réponse. Aucun plan de vol n'avait été déposé. Aucun code de transpondeur n'était transmis. En s'élevant, l'imposant appareil a viré vers l'ouest au-dessus de l'océan Atlantique et a disparu des écrans radars. C'était comme s'il s'était fondu dans le ciel. Les autorités américaines ont rapidement lancé une enquête internationale. Les principaux suspects étaient Ben Charles Padilla, un mécanicien aéronautique et pilote américain, et John Mutantu, un assistant congolais. Padilla avait une vaste expérience de la maintenance aéronautique et détenait une licence de pilote privé, mais n'était pas certifié pour piloter un 727 commercial. Mutantu n'avait aucune qualification de vol connue. Les images de surveillance ont montré les 2 hommes près de l'avion avant sa disparition, mais aucune image n'a capturé l'embarquement ou le décollage réel.
Les enquêteurs n'ont pas pu déterminer s'ils avaient pris les commandes de l'avion volontairement ou sous la contrainte. Ce qui a rendu l'événement plus déroutant, c'est l'avion lui-même. Le Boeing 727 est un avion gros et complexe, qui nécessite normalement un équipage de 3 personnes. Le manœuvrer en solo, ou même avec 2 individus non formés, serait extrêmement difficile. Le cockpit comporte une avionique datée et des commandes analogiques, surtout dans une configuration de cargo comme celle-ci. La manière dont l'avion a été démarré, a roulé et a volé reste une question centrale. De plus, l'avion avait une capacité de carburant considérable, lui donnant une autonomie de plus de 2400 milles nautiques. Il aurait pu atteindre de nombreux pays, des régions côtières ou même disparaître en haute mer. Les autorités craignaient le pire des scénarios, que l'avion ait été volé pour servir lors d'une attaque terroriste. Le timing, moins de 2 ans après le 11 septembre, a déclenché des alertes immédiates dans les espaces aériens africains, européens et du Moyen-Orient. L'OTAN et le FBI ont publié des avis de haute priorité. La surveillance par satellite a été analysée. Les ports et les aérodromes le long des trajectoires possibles ont été fouillés. Mais aucune trace n'a émergé. Aucun site de crash n'a été trouvé. Aucun avion suspect correspondant à son profil n'a été intercepté. Des semaines ont passé, puis des mois. La piste s'est refroidie. Quelques rapports ont fait surface suggérant que l'avion avait atterri sur une piste reculée en Afrique de l'Ouest ou avait été vu en Guinée. Aucun n'a été confirmé. Des enquêteurs de l'aviation des États-Unis se sont rendus en Angola, mais les obstacles bureaucratiques et la corruption ont entravé leurs efforts. Aucun témoignage fiable, aucun retour radar crédible et aucune donnée satellite n'ont jamais étayé les rumeurs. En 2005, le FBI a officiellement clos son enquête active. L'affaire est passée du statut de menace à la sécurité nationale à celui d'anomalie non résolue. Comment un avion commercial de taille réelle peut-il disparaître à l'ère moderne? Contrairement aux petits avions privés, un Boeing 727 mesure près de 40 pieds de haut et a une envergure de plus de 100 pieds. On ne peut pas le cacher dans un hangar sans que personne ne s'en aperçoive. Pourtant, plus de 20 ans plus tard, aucun composant de l'avion n'a refait surface. Pas un train d'atterrissage, pas une dérive, rien. S'il s'agissait d'un vol, ce fut l'un des plus audacieux de l'histoire de l'aviation. S'il s'agissait d'un accident, il n'a laissé aucun débris. S'il s'agissait d'une disparition intentionnelle, le plan a fonctionné à la perfection. Mais peut-être que la possibilité la plus inquiétante est que quelqu'un savait exactement ce qu'il faisait et n'a jamais eu l'intention d'être retrouvé. Top 8 LAN 72 qui s'est envolé vers le silence. Un vol militaire transportant de hauts responsables a disparu au-dessus des terres, laissant derrière lui une traînée de soupçons politiques et de dossiers censurés. Le 19 décembre 1995, un Antonov 72 du gouvernement kazakh a décollé de Chandigarh en Inde, à destination de Chimkent, au Kazakhstan. À son bord se trouvaient 13 personnes, dont le général Yertayev, un haut commandant militaire kazakh, accompagné de plusieurs aides et de l'équipage. Le jet bimoteur, conçu pour le transport militaire et de fret, opérait dans des conditions de vol normales avec un personnel expérimenté. Le vol faisait partie d'une mission diplomatique et avait l'autorisation pour une route directe vers le nord. Mais moins de 2 heures après le départ, alors qu'il passait au-dessus de la région accidentée et politiquement sensible de l'Hindoukouche, l'avion a disparu des radars. Il n'y a eu aucun appel d'urgence, aucune balise, aucun site de crash, aucune explication. Les premiers rapports ont suggéré que l'avion avait rencontré des problèmes techniques, peut-être liés aux performances du moteur à haute altitude, mais l'Antonov 72 était spécifiquement conçu pour de telles conditions, étant fréquemment utilisé en terrain arctique et montagneux. L'équipage avait piloté ce modèle de manière intensive, y compris dans des zones de combat. La disparition a déclenché une opération de recherche conjointe par les autorités indiennes et kazakhes,
avec l'aide d'experts russes de l'aviation. Le terrain montagneux et les tensions politiques dans la région ont compliqué les efforts. Malgré des survols aériens et la collecte de renseignements, rien n'a été trouvé. Les scans satellites n'ont produit aucun signe de débris. Les équipes au sol ont rencontré des difficultés logistiques et se sont vues refuser l'accès à certaines zones de haute sécurité contrôlées par des factions militaires. Officieusement, des agents de renseignement ont évoqué une possibilité bien plus troublante. Le général Yertaïev serait impliqué dans des efforts de restructuration interne au sein de l'appareil de défense post-soviétique et avait accès à une documentation classifiée relative aux mouvements d'armes régionaux. Certains pensaient que le vol aurait pu être intercepté, ou pire, intentionnellement dérouté. Pourtant, aucune preuve de détournement ou d'interférence radio n'a été présentée. Toutes les données des enregistreurs de vol de l'avion ont été présumées perdues. Le transpondeur a cessé de transmettre avant que toute anomalie ne soit notée, une circonstance rare et troublante dans un espace aérien contrôlé. En l'absence de preuves physiques, les spéculations ont comblé le vide. Certains ont théorisé que l'avion aurait pu être abattu par une puissance régionale inquiète de ses mouvements. D'autres ont suggéré que l'avion avait dévié de sa trajectoire en raison d'une erreur de navigation et s'était écrasé dans une zone non surveillée. Mais la couverture satellite, bien que limitée en résolution à l'époque, aurait dû enregistrer un tel événement. Aucune signature thermique, panache de fumée ou impact sismique n'a été enregistré. Pour un avion de cette taille, disparaître entièrement au-dessus des terres sans témoin, sans épave et sans signal est pratiquement sans précédent. Pour compliquer davantage l'affaire, des rapports de villageois isolés dans le nord du Pakistan ont fait état d'un gros avion volant inhabituellement bas la nuit de la disparition. Ces témoignages ont été jugés peu fiables, mais n'ont pas fait l'objet d'une enquête approfondie. Les réanalyses radar ultérieures ont donné des résultats non concluants. Un mémo confidentiel a plus tard fait surface dans les archives kazakhes indiquant des soupçons internes de complot. Mais le document était lourdement censuré et son authenticité n'a jamais été officiellement confirmée. Les années ont passé. L'incident a disparu du discours public. Le général Yertaïev a été discrètement retiré des registres militaires. Le crash a été classé comme un événement aéronautique non résolu. Aucun mémorial n'a été érigé. Aucune cause officielle n'a jamais été déclarée. Aujourd'hui, le cas de l'An-72 reste un fantôme de l'histoire de l'aviation. Contrairement aux disparitions océaniques, où les débris peuvent couler à des profondeurs inaccessibles, ce vol a disparu au-dessus des terres à portée des systèmes de défense aérienne et des réseaux radars de plusieurs nations. L'effacement complet de sa trajectoire pointe soit vers un événement catastrophique, trop soudain pour être enregistré, soit vers une intervention trop délibérée pour être tracée. Que devient un avion qui disparaît dans les ombres politiques? Le silence entourant l'An-72 ne concerne pas seulement un avion disparu. Il s'agit de ce qui se passe lorsque les secrets d'État, les actifs militaires et l'espace aérien convergent. Dans cette zone, la vérité est souvent la première victime. Top 9, le DC-3 qui a disparu avant l'atterrissage. Un vol de routine vers Miami s'est terminé par un acte de disparition à quelques milles seulement de la destination, remettant en cause la sécurité des couloirs de circulation les plus empruntés. Le 28 décembre 1948, un avion Douglas DC-3 opéré par Airborne Transport a disparu lors d'un vol de routine entre San Juan, Porto Rico et Miami, Floride. L'avion transportait 29 passagers et 3 membres d'équipage. Les conditions météorologiques étaient rapportées comme calmes. La visibilité était claire et l'avion approchait de la fin de son voyage. À seulement 50 miles au sud-est de Miami, à portée de contact radar et radio, l'avion a effectué sa dernière transmission, demandant l'autorisation d'atterrissage. Quelques minutes plus tard, il n'était plus là. Aucun signal de détresse n'a été reçu. Aucun débris n'a été trouvé. L'avion n'est jamais arrivé.
Le Douglas DC-3 était un avion robuste et fiable, ayant fait ses preuves. Le pilote, le capitaine Robert Lindquist, était très expérimenté et familier de l'itinéraire. Le vol s'était déroulé sans incident jusqu'à la dernière étape. Vers 22 heures, le contrôle aérien de Miami a accusé réception de la dernière transmission de l'équipage. C'était une procédure de routine. Il n'était fait aucune mention de problème mécanique, aucun sentiment d'urgence et aucun signe de turbulence ou de conflit. En quelques instants, toute communication a cessé. Lorsque l'avion n'a pas atterri, la garde côtière a lancé une opération de recherche immédiate dans les eaux au large de la côte sud-est de la Floride. Des avions, des navires et des équipes de secours ont passé la zone au peigne fin pendant des jours. La région était fréquentée, bien patrouillée et relativement peu profonde dans certaines zones, ce qui la rendait idéale pour les efforts de récupération. Pourtant, pas un seul morceau de l'épave n'a été récupéré. Aucun gilet de sauvetage, coussin de siège, bagages ou reste humain n'a jamais été trouvé. L'avion et ses 32 occupants avaient disparu dans la nature. L'enquête a révélé quelques détails particuliers. L'émetteur radio du DC-3 avait connu des problèmes intermittents avant le départ, et les batteries auraient fonctionné à des niveaux inférieurs à la normale. Cependant, l'avion avait été autorisé à voler, et aucun avertissement de sécurité n'avait été émis. Le journal de bord du copilote manquait dans la documentation, et des divergences ont été notées dans les registres d'entretien. Ces bizarreries, bien que suggestives d'un manque de surveillance, n'expliquaient toujours pas comment un avion pouvait disparaître à moins d'une heure de sa destination sous un ciel clair. L'aspect le plus déconcertant était la proximité de l'avion avec de multiples installations radars et son emplacement dans l'un des couloirs les plus fréquentés de l'espace aérien américain. Comment a-t-il pu disparaître si près de Miami, dans une région sous surveillance constante? Certains théoriciens ont pointé du doigt le fameux triangle des Bermudes, soulignant que cette trajectoire de vol coupait les bordures de la région infâme. Pourtant, le Civil Aeronautics Board a refusé d'explorer de telles théories dans son rapport officiel, qui concluait par la phrase ambiguë « cause inconnue ». Au fil des ans, des hypothèses ont émergé, allant de la décompression soudaine à la dislocation en plein vol causée par une défaillance électrique. Certains ont même spéculé sur des perturbations magnétiques, des interférences provenant de phénomènes aériens non identifiés, ou une activité militaire clandestine dans la région. Mais aucune de ces théories n'a pu être étayée par des preuves physiques. En l'absence de débris, chaque explication restait une conjecture. En 1991, un plongeur sauveteur basé en Floride a affirmé avoir localisé une épave au large de la côte correspondant au profil d'un DC-3. Mais après des semaines d'enquête, il a été déterminé qu'il s'agissait d'un autre avion. D'autres découvertes signalées se sont avérées tout aussi infructueuses. À ce jour, les derniers instants du vol NC-16002 restent un mystère complet. La disparition est particulièrement hantante, car elle s'est produite dans un contexte qui aurait dû garantir la sécurité. Le jour venait de tomber. Le temps était doux, le vol était court, la destination était proche, et les passagers se préparaient probablement à l'atterrissage, ignorant que quelque chose n'allait pas. Le vol 19 et le MH370 ont peut-être fait la une des journaux mondiaux, mais le cas du DC-3 perdu reste l'une des disparitions les plus discrètement troublantes de l'histoire de l'aviation. Pas de flash lumineux, pas de panique radio, pas de balise de recherche. Juste un avion volant avec confiance vers sa maison, et puis plus rien. Quand quelque chose disparaît à la limite de la familiarité, là où la sécurité et le danger se brouillent, cela remet en question plus que notre compréhension du vol. Cela suggère que la disparition n'est pas toujours une question de distance ou de danger. Parfois, le ciel ferme simplement ses portes sans prévenir. Top 10 l'énigme du vol CAL 007 abattu. Une tragédie de la guerre froide impliquant un avion de ligne commerciale a révélé l'intersection mortelle de la paranoïa militaire et des vols civils. Le 1er septembre 1983,
Le vol 007 de Korean Airlines, un Boeing 747 transportant 269 personnes, était en route de New York vers Séoul avec une escale prévue à Anchorage, en Alaska. Aux premières heures du matin, l'appareil a dévié de sa trajectoire prévue et a pénétré dans l'espace aérien soviétique interdit au-dessus de la péninsule du Kamtchatka et, plus tard, de l'île de Sakhaline. Malgré de multiples avertissements des stations radars et des avions militaires soviétiques, aucune correction de trajectoire n'a été effectuée. À 3h26 du matin, heure locale, un avion de chasse soviétique Su-15 a tiré 2 missiles RR. L'avion de passagers a été détruit et toutes les personnes à bord ont été tuées. L'épave est tombée dans la mer du Japon. Mais ce qui a suivi n'était pas une simple tragédie due à une erreur de navigation. C'est devenu l'un des incidents les plus controversés et les plus inexpliqués de l'aviation de la guerre froide. Les versions officielles affirmaient que le pilote automatique de l'avion avait été réglé par erreur sur un mauvais cap, le faisant dévier de centaines de milles, mais la déviation était si importante et avait duré si longtemps que beaucoup se sont demandé comment une telle erreur avait pu passer inaperçue auprès de l'équipage. L'avion a traversé plusieurs points de contrôle de navigation sans correction. Les enregistrements vocaux ont révélé plus tard que l'équipage n'avait discuté d'aucune déviation. Certains analystes de l'aviation pensent que l'avion suivait une trajectoire délibérée, peut-être en accompagnant un avion de reconnaissance américain à proximité, soulevant la possibilité qu'il ait été utilisé pour une surveillance secrète. Lorsque le vol KL-007 a été abattu, il volait à proximité immédiate d'un RC-135, un avion espion américain opérant dans la même région. Cette coïncidence a déclenché des soupçons immédiats de la part des autorités soviétiques qui affirmaient que le Boeing 747 servait de couverture pour la collecte de renseignements. Les responsables occidentaux l'ont nié, déclarant que le vol commercial n'avait rien à voir avec des opérations militaires. Mais de nombreux observateurs sont restés sceptiques, surtout après la publication de détails sur le timing des vols de renseignements dans la région et l'échec de l'équipage coréen à répondre à de multiples tentatives de communication. Les opérations de récupération ont été étroitement contrôlées. La marine soviétique a atteint le site du crash en premier et a refusé tout accès international. Pendant des mois, ils ont nié avoir localisé les boîtes noires. Lorsque l'enregistreur de données de vol et l'enregistreur de voix dans le cockpit ont finalement été rendus publics, leur contenu a été examiné de près. Les derniers instants ont révélé de la confusion dans le cockpit, mais aucune conscience des intercepteurs ou du verrouillage des missiles. Certains segments audio étaient inexplicablement manquants. Ces lacunes, associées aux secrets soviétiques et aux rapports contradictoires, n'ont fait qu'approfondir le mystère. Plus troublants encore étaient les restes récupérés ou leur absence. Seule une partie des corps a été retrouvée et plusieurs rapports d'autopsie décrivaient des blessures étranges incompatibles avec une décompression à haute altitude. Aucun résidu d'explosifs n'a été trouvé sur certains fragments et plusieurs pièces clés du fuselage n'ont jamais été localisées. L'Union soviétique a maintenu que l'avion s'était disloqué en plein vol après avoir été touché. Mais sans accès à l'épave complète, toute vérification indépendante était impossible. L'incident a failli dégénérer en un conflit international majeur. Le président américain Ronald Reagan a condamné l'action soviétique comme un massacre. L'Union soviétique a insisté sur le fait qu'elle avait agi pour la défense de son espace aérien. Mais alors que les tensions diplomatiques montaient, la vérité est devenue moins une question de preuve et davantage une question de contrôle du récit. Dans les années qui ont suivi, les deux nations ont maintenu des versions incomplètes de l'histoire, laissant chacune des zones d'ombre qui n'ont jamais été totalement résolues. En 1993, après la chute de l'Union soviétique, les responsables russes ont finalement remis les enregistrements des boîtes noires. Bien que ceux-ci aient clarifié certains aspects techniques des dernières minutes,
Ils n'ont pas expliqué pourquoi l'avion avait continué sur une trajectoire si éloignée de son itinéraire prévu et pourquoi aucun effort n'avait été fait pour échapper à l'interception ou pour en accuser réception. Le cas du vol CAL 007 occupe un espace étrange dans l'histoire de l'aviation. Ce n'était pas simplement une tragédie d'erreur d'identification. C'était un moment où la paranoïa militaire, le secret géopolitique et l'aviation civile sont entrés en collision dans un silence mortel. Les passagers à bord du vol 007 ont été victimes non seulement de missiles, mais aussi de questions jamais vraiment posées et de vérités jamais totalement dites. Lorsqu'un avion est abattu à la vue du monde entier, mais que l'histoire derrière l'acte reste incomplète, le mystère ne concerne plus seulement ce qui s'est passé dans le ciel. Il devient une fenêtre sur ce que les puissantes nations choisissent de cacher, même lorsque l'épave gît à la vue de tous. Ces 10 disparitions ne sont pas des cas isolés. Elles ne sont pas de simples accidents perdus dans le hasard du destin ou l'immensité des océans. Lorsqu'on les examine ensemble, elles forment un schéma glaçant, une série de points de disparition contrôlés, documentés et souvent observés qui ont laissé derrière eux plus de questions que de réponses. Il ne s'agissait pas de pilotes imprudents dans des cieux orageux ou de moteurs défaillants dans des jungles oubliées. Il s'agissait d'appareils suivis par radar, autorisés par des tours de contrôle, transportant des équipages qualifiés et observés par les yeux du monde moderne. Et pourtant, ils ont disparu. Chaque incident s'est déroulé dans un cadre conçu pour empêcher précisément ce résultat. Les systèmes de contrôle aérien, les réseaux radars militaires, les fréquences de détresse mondiale et les protocoles de recherche et sauvetage étaient tous en place. Pourtant, dans chaque cas, ces systèmes ont soit échoué, soit ont été inexplicablement contournés. Et lorsque les enquêteurs ont atteint la limite de ce qui pouvait être mesuré et expliqué, ce qui a suivi a presque toujours été la même chose. Un silence soudain, un dossier censuré, un rapport classifié, un communiqué de presse rempli de termes techniques mais dépourvu de conclusion. Il ne s'agit pas seulement d'avions perdus. Il s'agit d'un système qui s'arrête systématiquement juste avant de révéler la vérité complète. D'un schéma d'omission, de questions coupées au milieu d'une phrase, de disparitions qui ne suivent pas les lois de l'aviation, de la physique ou de la logique telles que nous les connaissons. Les témoins parlent de lumière, de distorsion ou de désorientation. Les données radars s'évanouissent. Les derniers enregistrements sont incomplets. L'épave, si elle est récupérée, soulève souvent plus de soupçons que de clarté. Ce qui relie ces événements n'est pas la géographie. Ce n'est pas le type d'avion, la météo ou même l'erreur de pilotage. Ce qui les relie, c'est ce qui vient après. La suppression, le silence, la façon dont des institutions entières semblent se retrancher derrière un voile de déni plausible. Dans chaque cas, les familles se retrouvent avec des réponses partielles. Le public reçoit une cause inconnue, et le ciel reprend ses secrets sans protestation. Mais si le silence est à ce point coordonné, alors les implications sont plus profondes que de simples anomalies de l'aviation. Elles suggèrent un effort continu pour contenir quelque chose. Qu'il s'agisse d'une faille dans notre compréhension de la réalité, d'une vulnérabilité dans notre confiance technologique ou d'une vérité trop dangereuse pour être reconnue. Car, s'il ne serait-ce qu'un seul de ces incidents, s'est produit en raison de facteurs dépassant toute explication conventionnelle. Alors les structures sur lesquelles nous comptons pour assurer la sécurité des cieux pourraient être illusoires. Le coût ne se compte pas seulement en vies perdues. Il se mesure à l'aune de ce que nous aurions pu apprendre. Les avions disparus sont aussi des opportunités disparues. Chaque épave enterrée dans le secret est un chapitre étouffé de l'évolution de la connaissance humaine. Si quelque chose d'inconnu interfère avec le vol, l'espace ou la perception, alors chaque cas non résolu n'est pas seulement un mystère, mais un avertissement. On nous dit que l'aviation commerciale est l'un des domaines les plus sûrs de l'activité humaine, que chaque vol
est cartographié, surveillé et contrôlé. Mais ces 10 cas sont la preuve que le contrôle est parfois un récit, pas une réalité. Dans les cieux au-dessus de nous, des schémas se sont formés. Des schémas qui suggèrent que notre compréhension est incomplète, nos explications insuffisantes et notre confiance dans une sécurité absolue mal placée. La tragédie n'est pas seulement que ces vols ont disparu, c'est que la vérité a peut-être disparu avec eux et que personne n'est prêt à admettre jusqu'où monte le silence. Si ces histoires d'ailes disparues et de cieux silencieux ont changé votre regard sur l'horizon, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la chaîne. Nous mettons au jour l'histoire qu'ils ont tenté d'enterrer. Plantez les graines de l'avenir. Le prochain trésor de l'inconnu sera bientôt révélé.